Bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre émission Ma vie en personocratia, la conscience souveraine en action. Bien, aujourd'hui, j'ai avec moi Tatiana, que vous connaissez. Bonjour Tatiana. Bonjour. Et Tundies, qui participe à sa première émission. Bonjour Tundies. Bonjour. Alors bien justement, comme c'est ta première émission, je te propose simplement en quelques mots que tu te présentes. Je suis hongroise. J'habitais en Transylvanie jusqu'à 2018. Avec mon partenaire, avec David, on a décidé de rester en France définitivement. Cette période a été une expérience déterminante dans ma vie. J'ai choisi l'inconnu. Moi, en fait, j'avais une vie bien organisée dans ma ville. J'avais une école privée que j'ai lancée il y a presque 15 ans. Mon fils, il avait terminé ses études. Tout était arrangé autour de moi, mais je me sentais lourde. J'avais aucun plaisir en fait dans ma vie. J'étais triste. Et je cherchais quelque chose de différent. Quelque chose qui donne un sens à ma vie. Et comme ça on a décidé avec quelques amis d'aller et participer dans un atelier Personocratia au Canada. J'ai envie de te poser la question, comment ça se passe avec la langue française? La langue française, c'est ma quatrième langue que j'ai commencé à apprendre il y a presque 3 ans et je ne parle pas encore correctement, mais je suis déjà capable de me débrouiller. Ah oui, je vois, je pense que ça va être très, très intéressant pour cette émission aussi pour toi. C'est ta première émission en français en fait. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots également sur qu'est-ce que c'est pour toi Personocratia, cette conscience souveraine, enfin, ce que tu as envie de dire à propos de ça? Euh, j'ai eu mon premier atelier Personocratia en Transylvanie il y a 10 ans. C'était un atelier de 7 jours dans la montagne avec Modo qui parlait de Personocratia et avec 2 autres personnes qui intervenaient sur le médecine Hammer et sur la communication non violente. Donc, ça, c'était mon initiation en fait en cette nouvelle conscience. Après, j'ai participé à d'autres ateliers aussi, mais j'avais toujours ma vie quotidienne qui était plus importante pour moi. Jusqu'à je dois changer. Mon âme a poussé très forte. Et le changement, elle est venue. Eh oui, c'est souvent comme ça, quand ça pousse de l'intérieur, soit on résiste, soit on y va. Écoute, je suis vraiment très content que tu aies décidé de participer à cette émission. Évidemment, on va passer sur le sujet qui est le sujet principal aujourd'hui, qui concerne donc Tatiana, puisque Tatiana, tu as participé déjà à plein d'émissions et tu as évoqué plusieurs fois, de manière relativement courte, ton passé et notamment ton passage en prison. Et aujourd'hui, on a décidé effectivement de faire une émission pour aller un petit peu plus loin, puis pour comprendre ton parcours, et puis surtout, bien sûr, par rapport à cette conscience souveraine,
comprendre qu'est-ce que ça t'a amené, quels ont été les cadeaux évolutifs et puis aussi où tu en es aujourd'hui, bien sûr, avec tout ça. Alors, bah, merci Tatiana de te prêter au jeu. Je vais commencer par une question toute simple, peut-être déjà, même si on te connaît déjà dans l'émission, de te présenter puis de dire un petit peu comment tout ça a commencé pour toi. Oui, oui, merci David. Euh, je suis canadienne, non, je me sentais, j'étais ukrainienne en base et canadienne par naissance. Je viens d'une famille très d'origine ukrainienne. Alors, mon père et ma mère sont nés en Ukraine. Et durant la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs Ukrainiens se sont enfuis. Ils passaient par l'Allemagne. Et de l'Allemagne, partout dans le monde, ils se sont répartis. Mes parents, mon papa a passé par la Belgique. C'est là qu'il a commencé à faire un peu ses études d'ingénieur. Alors, il a appris la langue française en Belgique et ensuite, sa sœur l'a invité pour la rejoindre au Canada. Alors, il est venu au Canada et il a continué ses études d'ingénieur au Canada. Mais au lieu d'aller à l'université française, il est allé à McGill, l'université anglaise. Alors, comme tu parlais, Tunde, avant, tu as 4 langues. Pour les Européens, et c'est commun d'avoir plusieurs langues. Je pense que mon père a fini avec 5 langues à la fin de tout ça. Et il a fini ses études en anglais à Montréal. Il a rencontré ma mère, qui était beaucoup plus jeune. Alors, ma mère a passé avec la guerre et est allée en Allemagne très jeune. Alors, elle n'a pas tant comment dire, mon père se sentait très fort envers les Ukrainiens. Bon, pour finir, j'ai grandi, je suis née à Montréal. Alors, j'ai grandi dans cette famille très orientée ukrainienne, comment dire, communautariste, très communautariste ukrainienne. Toute ma vie était entourée de l'ukrainien. Ma première langue était ukrainien. Je n'ai pas parlé une autre langue jusqu'à l'âge de 6 ans, parce qu'à la maison, c'était juste l'ukrainien. Ensuite, j'ai rentré à l'école française, et c'est là que j'ai appris le français. Ensuite, l'anglais. Et maintenant, à l'âge, une fois qu'il fallait que je sorte du Canada avec mon histoire, que vous allez entendre plus au détail, il fallait que j'apprenne l'espagnol. Alors, je suis dentiste. J'ai fait des études de dentisterie et j'ai pratiqué la dentisterie plusieurs années. Et j'étais très bonne dentiste. J'aimais ça. C'était facile, c'était naturel. Les études étaient très difficiles pour moi. Les études, c'était quelque chose que, premièrement, pour être accepté à l'école dentaire, c'était quelque chose de magnifique parce que c'était vraiment l'accomplissement que la famille était vraiment en direction médecine, mais dentisterie, oui, c'est acceptable. C'est acceptable. La médecine, c'est numéro 1, mais dentisterie, oui, c'est acceptable. Tout le reste, non, c'est pas acceptable. Mais alors, en sortant dentiste, la famille était fière. Et ensuite, j'ai continué de travailler et de faire un business, mon cabinet dentaire qui grandissait et je faisais beaucoup d'argent parce que j'avais un don naturel pour, avec les mains et créer. C'était vraiment quelque chose que j'aimais. J'avais une passion pour la dentisterie parce que c'était la création avec mes mains et je créais avec chaque patient. Je faisais beaucoup d'argent, j'avais le respect de la communauté, j'avais le respect de la famille. J'avais une vie parfaite, absolument parfaite. Alors, je t'arrête, Tatiana. Donc,
Comme ça, on fait des petites parties pour bien garder le fil. Donc, si je comprends bien aussi pour moi, parce que c'est la première fois que j'entends aussi l'histoire en détail. Donc, tu t'étais complètement réalisé, entre guillemets, au niveau professionnel, avec un travail que tu adorais, et puis en plus, où tu gagnais très bien ta vie. C'est bien ça? Et en plus, quoi? Tu gagnais très bien ta vie. Oui, exactement. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, puisque l'histoire de la prison, ça a débuté avec les impôts, c'est ça? T'as arrêté de payer tes impôts, c'est comme ça que ça s'est passé? Je réponds à cette question en commençant en 2002. En 2002, j'ai passé par un divorce et il fallait que je prenne contrôle des finances. Et alors, j'ai décidé d'aller à un cours de finance, un cours à l'extérieur, à Cancun, qui était sur les finances, parce que j'ai entendu parler un monsieur à une conférence dentaire, en effet, qui a mentionné que le REER, qui est la retraite, la Registered Retirement Savings Plan, c'est le plan enregistré pour la retraite au Canada. Et j'ai entendu dire que ça ne m'appartient pas parce que c'est enregistré et le gouvernement du Canada peut le confisquer si ils décident qu'ils ont besoin de mon argent. Bon, mais ça m'a touché, c'est sûr que tout d'un coup, j'ai entendu quelque chose et ma retraite, l'argent que je mets de côté, peut disparaître parce que le gouvernement du Canada, tout d'un coup, décide qu'ils l'ont besoin. Alors, pour moi, c'était un choc, c'était un éveil. Et j'ai pensé, mais c'est impossible, c'est absolument impossible. Alors, j'ai décidé de faire un peu de recherche. Et en effet, j'ai commencé à trouver des choses. Alors, j'ai décidé de payer comme beaucoup d'argent, c'était comme 15 000 $ pour aller à cette conférence à Cancun. C'était vraiment ridicule le montant d'argent que ça coûtait. En tout cas, je suis allée à Cancun et c'est là que ma conscience, que j'ai commencé à ouvrir mes connaissances, comme rentrer dans le trou de la paix, on appelle en anglais, the rabbit hole. On commence à apprendre des choses qu'on ne connaissait pas du tout avant. Alors, j'ai appris que les taxes, les impôts sur le... Je vais retourner à mes notes. Les taxes qu'on paye sur le revenu, l'impôt sur le revenu est en effet tout cet argent-là qu'on paye sur le revenu au Canada, que moi je payais 50%, tout cet argent, et Guy confirme que c'est en effet tout cet argent, va aux banquiers internationaux, que ça ne va pas pour payer les choses dans la communauté au Canada, comme on pense, pour les rues, pour réparer les choses, pour les écoles et tout le reste. Alors, quand j'ai entendu ça, ben, c'était comme, c'est impossible. Il fallait faire plus de recherches. Alors, j'ai commencé à apprendre des choses et j'ai trouvé, j'ai rencontré mon partenaire Lee à cette conférence à Cancun. Et... Je t'interromps, pardon, mais c'est vrai que finalement, cette conférence, tu dis que c'était cher, mais au final, ce n'était pas si cher puisque tu as appris des choses quand même incroyables sur le système et en plus, tu as rencontré ton partenaire. Je dis ça exactement. C'est vraiment intéressant que tu le montes en question parce que c'est exactement ce que je disais pendant des années. Ça coûtait cher, mais ce n'est pas du tout cher parce que j'ai trouvé le partenaire de ma vie à cette conférence. Et c'est là que j'ai vraiment pu commencer à ouvrir ma conscience. Et c'était à cause de tous ces événements. Alors oui, ensuite j'ai continué, c'était 2002. Et à la fin de 2002, Lee est retourné à cette conférence parce que cette conférence passait chaque 6 mois. Et il a retourné à cette conférence et a trouvé plus d'informations sur les taxes au Canada
C'était un programme. Alors, il m'a dit, ces mots étaient, écoute ça, le bonhomme est plate, il est très comme structuré, mais écoute-le, écoute-le. Alors, je me suis dit, bon, j'écoute. J'ai commencé à écouter et dans 5 minutes, j'ai senti immédiatement la vérité de ce qu'il disait. Et il n'était pas plat du tout. Je t'arrête. Excuse-moi, je vais te couper peut-être plusieurs fois pendant ton Oui, histoire, oui. mais le but justement, c'est qu'on soit dynamique. C'est vrai que ça me fait penser, et qu'on puisse aussi interagir entre nous, hein. C'est intéressant ce que tu dis, quand tu dis j'ai senti la vérité, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la crise mondiale et au nouvel ordre mondial, etc. On peut dire ce qu'on veut, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, etc. Mais au final, si on s'ouvre un petit peu, si on est curieux, on sent très bien qu'est-ce qui est vrai derrière ou pas. Il suffit de prendre le temps justement d'écouter ou de regarder certaines choses, quoi. Donc, je trouve que c'est un très bon exemple d'ouverture, de réveil finalement, un réveil un peu brutal, mais un réveil. Un réveil très brutal et je confirme ce que tu dis. Je ne voulais pas écouter. Typiquement, je n'étais pas du tout, avant dans ma vie, j'étais pas du tout intéressée dans les politiques. J'étais pas du tout intéressée dans les finances. Je faisais ma dentisterie, j'aimais ça à la passion, mais à l'extérieur de ça, j'écoutais pas les nouvelles. J'étais vraiment dans ma petite vie et je savais rien. Mais tout d'un coup, j'écoute quelque chose et il y a un réveil. Il y a quelque chose qui s'est passé en moi avec ce monsieur qui parlait très structuré, mais j'ai eu cette connexion et j'ai senti la vérité. Alors, j'ai su que je dois rentrer dans cette éducation qui s'appelait Paradigm Education Group. Et une fois que j'ai rentré dans ça, mais là, je ne pouvais pas continuer de payer les taxes. Parce que j'ai très bien compris que les taxes, c'est un esclavage complet de l'humanité. Mais ce n'est pas juste ça. C'est le contrôle qu'ils ont avec cet argent avec l'esclavitude, le contrôle pour... Alors, en continuant de payer, c'est comme avec les masques et tout le reste aujourd'hui, je suis complice. Parce que je suis complice de tout le mal qui se passe dans la vie parce que je ne dis pas non. Et alors, je ne pouvais pas continuer de vivre avec moi et de payer les taxes et payer pour que le mal continue dans ce monde. Alors, c'est important. Ça veut dire que pour toi, ce qui était prioritaire, c'était de dire, c'était pas seulement de voir que l'argent ne t'appartenait pas, etc. C'était surtout parce que tu voulais plus collaborer à ce système. C'est bien ça qui t'a motivé, en fait, c'est ça? 100%, à 100%. Oui, garder mon argent, ouais, c'était bien. Ah oui. Écoute, si je payais 50% de taxes, tout d'un coup, j'ai 50% de plus dans ma poche. Et du tout début, j'avais beaucoup d'argent pour commencer. Alors, pour dire que mon ego n'était pas content de garder mon argent, oh, non, c'est vrai. Mais ce n'était pas ça la force. C'est ce que tout le monde juge à l'extérieur et c'est pas important. Ce qui est la vérité, c'est que j'ai senti que je ne peux pas collaborer. Je ne peux pas collaborer avec le mal. C'est tout. C'était la fin. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai compris que tu as réalisé avec ton mental que tu ne peux pas collaborer, que tu ne peux pas payer. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé en toi? Quel c'était le ressenti, ce que tu es venu ou comment tu as passé, comment tu as géré tes ressentis? Parce que moi, je pense que beaucoup de peur, ça peut venir si moi, je pense que moi, je suis toi, que moi, j'étais toi. Beaucoup de peur, ça peut venir
avec cette décision, avec ce... Pour répondre, je me remets dans mon corps à ce temps-là et vraiment pour répondre le plus honnêtement que je peux, me rappeler de mes ressentis dans ces moments, la poussée de l'intérieur que je ne comprenais pas parce que je n'étais pas persona-gracia dans le moment. Je ne savais rien de Guy et je ne savais rien de David Icke que j'ai commencé à apprendre tout de suite après. Mais dans le moment, je ne savais rien. J'étais vraiment mouton blanc sans connaissance, autre que dentisterie. Mais dans le moment, la poussée était si forte pour faire ce qui est correct, pour arrêter de contribuer à ce mal, que je n'ai pas du tout considéré les conséquences. Je ne sais pas si un mental normal peut même comprendre ce que je viens de dire, dans le sens que c'était si fort pour moi. Un mental normal va toujours considérer mais si, mais qu'est-ce qui va se passer? Tout le négatif, c'est normal pour le mental. Moi, j'étais pas là. C'était pas important. Alors, j'espère que j'ai répondu à la question. Est-ce que tu as peut-être une autre question? Ah oui, non, je n'ai pas une autre question. Moi, j'ai compris qu'en fait, ça a venu, cette décision de ton âme. C'était clair pour toi et tu as parti dans cette direction sans aucune question. Oui, ça revient à ma personnalité que j'ai compris ensuite avec Persona Gracia. Je suis une personnalité de grande action et j'utilise pas mon mental, je vais avec mon ressenti. Et le négatif de ma personnalité, c'est que je rentre dans des problèmes beaucoup plus grands à cause de ça, parce que je ne planifie pas, je ne fais pas les choses une à la fois, je saute. Je saute et ensuite, il faut que je gère. Alors, je ne sais pas si c'est du négatif, parce que bon, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est juste effectivement ce que toi tu as vécu, comme dit Tundia, c'est certainement ton âme qui t'a poussé dans cette direction. Après, peut-être justement que tu l'as, on va voir par la suite, mais peut-être qu'il y a certaines étapes, d'autres personnes les auraient fait autrement, parce que ça t'a amené dans des situations un peu compliquées. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, c'était le chemin que toi que tu devais prendre et qui t'était personnel, hein. Ouais, ça t'a mené où tu es aujourd'hui finalement. Oui, aujourd'hui, je regarde par en arrière et j'avais parlé avec Guy à propos des détails, certains détails. Et c'est clair que le cheminement pourrait être fait différemment, mais ce n'était pas ce que j'avais besoin. Moi, ma personnalité, mon âme a créé absolument parfaitement tout ce qu'il fallait créer pour me pousser et aller dans la direction que j'ai prise, la direction de la vérité, la direction de mon âme pour me rendre où ce que je suis aujourd'hui. Pour tout ce cheminement qui, maintenant, c'est 18 ans. Donc, ok, super. Et donc pour aller donc un petit peu plus loin dans ton histoire, donc si je comprends bien, en 2002, tu as été à cette conférence et après, tu es rentré dans ce groupe où vous appreniez justement comment le système fonctionnait réellement. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment concrètement tu as arrêté de payer tes impôts? Comment ça s'est passé en détail? En mai 2003, j'ai signé le Contract for Hire. C'était un contrat entre la personnalité légale, le personnage légal et l'individu naturel. Alors, c'était un contrat avec ma personnalité légale que, bien sûr, avec tout son apprentissage que j'ai passé, par mai, 5 mois plus tard, j'ai sauté, j'ai signé ce contrat. Et pas seulement j'ai signé ce contrat pour arrêter de payer l'impôt, parce que c'était comme dire à
au gouvernement, mais je sais qui est le nom et je sais qui je suis. Je suis la personne en os et en chair, la personne naturelle, et c'est moi qui travaille et toute mon énergie m'appartient. La personne légale, c'est juste le nom. Et ce contrat me permettait de faire ça. Et la différence entre moi et Guy, c'était que moi, j'ai dit au gouvernement que j'arrête de payer les impôts parce que je ne crois plus en ça. C'est fini et voici le contrat et je ne paye plus de taxes. Attends, justement, j'ai pas compris là. Enfin, j'ai compris donc bien sûr entre la personne morale, donc l'homme de paille d'un côté et puis l'être humain. Mais c'est quoi ce contrat? C'était un document légal? Non, non, c'est juste un document. Un Ah, document que cette organisation ou ce groupe qui s'appelle d'accord. Paradigm proposait de faire parce que ce monsieur était très mental, il connaissait toutes les règles légales et il a conclu que c'est la manière de sortir du système. Donc, attends, c'est important parce que pour moi aussi, pour bien suivre. Donc, ce document, en fait, vous écrivez au gouvernement pour dire, voilà, moi, je suis plus la personne légale, moi, je suis l'être humain. En Exact. gros, c'est ça. Et donc, j'arrête de payer mes impôts puisque c'est la personne, c'est l'homme de paille qui paye, c'est pas moi. Exact. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement alors? Rien. Absolument Ah, rien. ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ça, c'était en mai 2003 que j'ai commencé. Mais ce que était important, c'est que c'était pas assez pour ma personnalité, ma grande personnalité égotique. C'était pas assez de faire ce qui est bien pour moi-même. Fallait que je pousse les autres. Alors, je poussais tout le monde alentour de moi, les filles au bureau, premièrement. Je les ai tous poussés et poussés fort. Tu peux imaginer cette personnalité que j'avais. Je mets mes mains ici parce que mon corps n'est pas gros, mais ma personnalité était très grande. Et j'avais une force pour pousser, pour convaincre les filles alentour de moi de rentrer dans ce contrat, eux aussi. Je voudrais te demander, Tatiana, si à la fin, tu as réussi de convaincre toutes ces personnes autour de toi ou pas? Premièrement, encore très bonne question, tu me dis. Tu touches vraiment au sein des choses. Les dentistes, il y avait, je pense que, j'ai pas fait un effort de convaincre les dentistes. J'ai fait comme la première conférence, 10 personnes sont venues, 10 dentistes sont venus, et il y en avait peut-être un qui a suivi, qui a commencé à suivre. Alors ensuite, j'ai fait d'autres réunions de dentistes. J'ai essayé 2, 3, 4 fois même de faire des réunions de dentistes et chaque fois, il y avait moins et moins qui venaient. Alors, à la fin de toute cette dépense et tout cet effort, je pense qu'il y avait 3 dentistes au total qui ont commencé le cheminement de Personocratia. Non, le cheminement de Paradigm, excuse-moi. Mais avec les filles au bureau, j'ai convaincu comme la moitié. La moitié, j'ai convaincu. Ils ont suivi, ils ont signé le contrat. L'autre moitié n'ont pas signé le contrat, qui était très bien parce qu'avec le temps, les choses se sont déroulées d'une façon très intéressante. Alors, peut-être on va rentrer un petit peu plus dans ces détails si ça devient vivant plus tard. Mais pour finir à répondre à cette question, ma famille, absolument zéro, jusqu'aujourd'hui. C'est ça que je veux confirmer que pas seulement ce cheminement qui était prouvé avec la prison que j'ai pas raison, que c'est mal ce que j'ai fait parce que je suis allée en prison
pas seulement je suis allée en prison, j'ai perdu tout. J'ai perdu tout mon argent, toute ma pratique, tout, absolument tout. Et je suis allée en prison pour 2 ans et demi presque. Alors, toute ma famille qui me essayait de me convaincre de leur côté que ce que je faisais est mal, ils ont enfin eu la confirmation qu'ils ont raison et moi j'ai tort. Ah oui, tu veux dire que comme effectivement après tu es allé en prison, finalement ils ont dit, ben, tu vois, on avait bien raison de ne pas t'écouter, quoi. Exact. C'est ça. Ok. Et comment tu te sentais? Comment tu te sentais dans ta famille après ce événement? Ah, ah, avec mes enfants, les enfants étaient petits encore. Mais l'événement de la prison, tu demandes, ou je me sentais avec ce chose que tu as réalisé, que tu dois entrer dans la prison et que ta famille, en fait, c'était lequel qui a eu raison, mais raison oui. En guillemets, oui. Oui. C'est cet éveil, OK, je reviens pour répondre à cette question, je reviens que tout de suite après que j'ai signé ce contrat avec Paradigm, et j'ai arrêté de payer les taxes avec moi-même. Je peux dire que le contrat avec moi-même, la vraie moi. Et j'ai arrêté de payer les taxes. Tout allait très bien parce que le gouvernement ne me touchait pas, ne m'attaquait pas. Il y a combien d'années? Presque 8 ans ont passé, de 2003 jusqu'à 2008, jusqu'à la fin de 2008. Il n'y avait rien qui se passait. Alors, attends, tu veux dire pendant 6 ans, tu as arrêté de payer les impôts et tu n'as eu aucune nouvelle, mais ils ne t'envoyaient pas des recommandés, rien du tout? Rien du tout. Absolument rien du tout. Alors, je pensais que j'avais raison. Et c'est seulement à la fin de 2008 qu'ils ont attaqué, ils sont venus au bureau. Non, le matin, je vais parler de cette partie de l'histoire, c'est un petit peu intéressant, je pense. À 6 heures du matin, on entend quelqu'un qui cogne à la porte et Lee savait tout de suite. Il est très sensible à ces choses. Et il a commencé à descendre les escaliers et il voit à la porte 10 policiers, 10 personnes au moins. Alors, il n'ouvre même pas la porte. Je ne vais pas aller trop en détail, mais éventuellement, il fallait ouvrir la porte. Les enfants étaient là. Les enfants étaient encore assez jeunes, comme teenagers. Et ils ont attaqué la maison, entouré la maison. Et ensuite, j'ai su qu'ils ont aussi entouré le bureau. On était attaqués, ils ont sorti tous les ordinateurs, toutes les informations. Et moi, je peux avoir une question. Moi, je vois que c'est très vivante, même maintenant, après toutes ces années. Pourquoi c'est très vivante pour toi? Qu'est-ce que ça te fait réagir? Imagine, j'ai vraiment pas répondu à ta première question. Les émotions surgissent. Quand je parle et quand je pense à ça, 18 ans plus tard, les émotions continuent de surgir. Mais dans le moment, quand je le vivais, j'étais capable d'ignorer pas mal tout parce que la poussée de mon âme était si forte que même si ma famille ne reconnaissait pas ce que je faisais, s'ils me traitaient comme une folle, ben, non, c'est pas correct de dire ça. Mais ils n'étaient pas du tout d'accord avec ce que je faisais et c'était clair. Ils ne m'ont jamais dit que je vais aller en prison, mais ils le pensaient. Ils essayaient de me convaincre d'arrêter
de continuer, de pousser cette démarche sur les personnes, mais ils n'ont eu aucun succès parce que cette poussée de l'intérieur était beaucoup plus forte que n'importe quelle émotion égotique qui sortait à travers tout ce cheminement. Et J'étais capable de le taper. pour rebondir sur ce que dit Tony Diaz, moi j'ai envie de continuer un peu dans ce sens-là parce que on sent effectivement que il y a quelque chose qui est très vivant à l'intérieur de toi. Puis comme on dit souvent dans les émissions, ben, l'important c'est d'accueillir ce qui est vivant. Mais quand tu repenses justement à tout ça, c'est quoi aujourd'hui l'émotion ou je sais pas, la peur ou c'est quoi qui ressort le plus de toutes ces années? C'est plus la peur. Je pense que mais c'est pas la peur parce que j'ai passé à travers tout ça. C'est pas la peur, mais ça continue. Quand tu dis c'est vivant, tu le sens. J'ai pleuré dans les émotions au passé. Du moment que je commence à penser à la famille, toutes ces connexions, tous ces attachements ressurgissent. Ça ressurgit. Mentalement, j'ai absolument compris que non, c'est fini. C'est fini à 100%. Mais les émotions, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Oui, donc c'est pas par rapport à la peur de ce que le système il t'a fait, c'est plus par rapport à comment ça s'est passé avec ta famille, j'ai Oui, l'impression. exactement. Et c'est la perte de la famille. Je suis pas encore, j'ai pas encore atteint le niveau où ma connexion familiale, cette connexion familiale est gérée. C'est pas géré. Donc oui, Tatiana, on reparlera bien sûr de la famille et tout ça, parce que c'est un sujet qui revient tout le temps pour nous tous, hein, je pense. Pour continuer un tout petit peu sur ton histoire, donc tu disais qu'en 2008, c'est ça, ils sont venus chez toi, dans ton entreprise, ils ont pris tous les papiers, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là et puis le moment où, techniquement, concrètement, tu t'es retrouvé, je ne sais pas, arrêté ou en prison c'était quoi la suite alors? J'espère que je ne donne pas trop de détails, mais j'ai quelques petites choses décrites ici à propos. Alors, à la fin de 2008, c'était décembre 2008, en effet, ils ont rentré, ils ont pris tous les ordinateurs. Et ce qui était intéressant, on a cancellé tous les patients du jour. Et ensuite, je vais au bureau parce qu'on était chez moi. Alors, il y a 15 personnes qui ont resté à la maison avec Lee, les enfants réveillés, bouleversés, tout le reste, les émotions de peur sautées. Alors, Lee, il reste dans la maison et moi, je vais avec une personne dans ma voiture au bureau pour que je ne m'enfuis pas, hein? Je vais au bureau et quand je rentre au bureau, mon père est là. C'était comme, qu'est-ce qu'il fait là? Il a décidé de passer par le bureau. C'était normal, il vivait pas loin. Alors, mon père est au bureau quand je rentre. C'était comme, OK, papa, tu dois sortir d'ici. Il voit qu'est-ce qui se passe. C'était émotionnel, vraiment difficile, très difficile. Alors, mon père sort de là et on a fini la journée. Non, on a fini la journée. Ils sortent tous du bureau et je reçois un coup d'appel de la banque à peu près à 11 heures. Ils m'avertissent que tous mes comptes sont gelés. Alors, ils ont gelé tous les comptes et en même temps, j'avais un compte privé où était placé plus que 300 000 $ parce que j'étais en train de construire une grande maison, une maison immense. Alors, j'avais un avancement de 300 000 $ pour la construction et on passait par la construction. Et bien sûr, j'avais mon compte d'affaires où il y avait au moins 50 à 100 000 $, tout était gelé. Et c'était juste avant Noël. Alors, je n'étais pas capable de payer pas seulement les salaires de toutes les filles, la moitié qui était dans le programme, la moitié qui n'était pas dans le programme.
toutes les personnes de la construction, tout ce que j'avais à dépenser, je ne pouvais pas payer. Alors, imagine une personne comme moi qui est très parfaite dans tout ce que je fais. Tout d'un coup, je suis complètement impuissante. Je ne peux pas payer le monde ce que je leur dois. Et avec le bonus qui vient de Noël, je n'ai pas un sou à leur donner. Alors, on voit déjà le rouleau compresseur effectivement du système, c'est-à-dire c'est les bâtons du mouton noir. Là, tu as commencé entre la police, les comptes qui sont gelés, etc. Donc oui, la même journée, ça commence à faire beaucoup là. Imagine cette journée. Et je ne sais pas, pour revenir à la question que Tunde m'avait posée avant, comment je continuais d'avancer sans collapser. Sans t'effondrer, tu veux dire. Oui, sans m'effondrer. C'était absolument incroyable. Je continuais comme un robot. C'était comme si j'étais capable d'ignorer toutes les émotions. Tout ça, c'était comme fermé, complètement enfermé, et je continuais comme un robot. Ouais, donc il y avait quelque chose effectivement qui te poussait. Mais juste avant que tu continues, je pense que je t'ai pas demandé au départ, mais est-ce que tu avais imaginé que ça allait arriver ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Et Lee l'avait imaginé. Lee l'avait imaginé. Et quand ça s'est créé, parce qu'il connaissait assez de la loi qu'il savait, il sentait. Et il vivait ça, mais il ne me le disait pas. Il ne voulait pas me faire peur non plus. Alors, en ce moment, lui, il a commencé de vivre 3 ans de peur. De ce moment-là jusqu'à mon arrestation, il ne pouvait pas dormir. Il se réveillait la nuit complètement mouillé. Il était en sueur. Ouais. Sueur. Il passait 3 ans terribles à commencer de ce moment-là. Moi, complètement ignorais tout. J'ignorais tout. Je pensais que non, tout est clair. Il y a un contrat, c'est légal, je ne fais rien de mal. Mon ego était si capable de continuer de me mentir, de me manipuler, que je restais en positivité et j'avais aucune pensée que c'est possible que je vais en prison. Et Tatiana, oui. Comment tu te sentais avec l'idée qu'au début, tu voulais être la personne correcte? C'est pour ça que tu as entré dans toute cette situation. Et après quelques années, tu ne pouvais pas être la personne correcte avec tes employés, avec ta famille, parce qu'en fait, tu ne pouvais pas payer. Et plus que ça, ta famille, elle doit vivre quelque chose qui ne s'était pas fait pour eux. Et c'était à cause de toi. Quelque chose de pas juste, tu veux dire. Oui. Je reviens à la réponse que j'étais comme un robot. Je savais la poussée de l'intérieur. C'était 100% clair en moi que ce que je faisais était aligné. À ce moment-là, j'ai lu tous les livres de Persona-Gracia parce qu'en commençant en 2003, j'ai commencé à trouver David Icke, ensuite j'ai trouvé Guy et Persona-Gracia. Alors j'ai commencé de lire comme une folle. J'avais jamais lu avant, mais j'ai commencé à l'âge de 40 ans de lire comme une folle tous les livres de David Icke, puis c'est des gros livres de 600 à 800 pages, et toutes de Persona-Gracia, toutes sortes d'autres livres. Alors, je rentrais des connaissances, mais des connaissances de conscience. Et alors, je me nourrissais à commençant de 2003 jusqu'à la fin de 2008. Alors, quand ça s'est passé en 2008, j'avais cette certitude que j'avais raison. Et alors, ce que tu dis que la famille était prouvée, non, c'était pas prouvé encore, c'était juste qu'ils ont rentré dans le bureau et ont sorti des choses. Il n'y avait rien de prouvé. J'ai raison.
Ils vont voir que j'ai raison. Maintenant, ça va être prouvé que j'ai raison. C'était mon mental, les pensées mentales égotiques qui continuaient à passer pour que je continue. Mon père, OK, question? Oui, je ne sais pas si tu partais sur autre chose ou pas, mais ce que je trouve intéressant, c'est que là, par moment, tu dis qu'à un moment, après la question de Tony tu as dit que c'était ton ego, et après, elle est intervenue en parlant de ton âme. Et je pense effectivement qu'il y a les deux, c'est-à-dire, c'est clair qu'il y a l'âme, il y avait quelque chose d'aligné, quelque chose que tu devais faire, puis en même temps, il y a l'ego, peut-être qui a pris certains raccourcis, mais bon, on sent qu'il y avait deux, en tout cas, il y avait deux parties qui étaient très, très fortes. Très, très fortes. Exactement. Exactement. Et je le ressentais, je le comprenais pas dans les détails, mais j'avais au moins la base de Persocratia en lisant les livres. La base était là, la base mentale était là. Alors, je connaissais pas mon âme, mais je ressentais cette direction de la vérité, cette conscience de la vérité, je la ressentais. J'avais pas les mots pour le décrire, pour l'expliquer à moi-même, mais je le ressentais. Et en même temps, j'étais complètement contrôlée par cet ego immense que j'avais, qui était là. Et ce qui est triste dans tout ça, c'est que, au contraire de Guy, qui était vraiment capable de gérer et d'organiser ces choses et de mettre tout en ordre avant qu'elle va en cours, elle n'avait rien. La cour n'avait accès à rien parce qu'elle avait mis tout en ordre. Moi, c'était tout là pour eux. C'était tout placé devant eux dans un cadeau immense. Il leur a fait un beau cadeau. Voici toute ma vie et tout le contrôle de ma vie. Voici un cadeau. Alors, à la fin de 2012, je sors, c'est décembre 2012, c'est 3 ans, exactement 3 ans après la date où ils ont rentré pour sortir tous les documents. 3 ans plus tard, je sors du cabinet dentaire avec Luba, parce qu'elle travaillait avec moi, elle continuait de travailler avec moi là-bas, et j'entends une voix dans les arbres à côté. Docteur, voici, voilà. Et j'ignore le nom, je dis à Luba, on y va, rentre dans la voiture. C'est pas moi, rentre dans la voiture. Et une fois dans la voiture, ils ont encerclé la voiture et c'était fini. Ils m'ont mis en arrestation devant Luba, devant ma fille. Et c'était bien qu'elle pouvait conduire, elle avait son permis de conduire. Alors, ils m'ont sorti dans la camionnette de police, RCMP, et ils m'ont rentré en prison. C'était la détention qui a commencé à la fin de 2012. D'accord. Donc, effectivement, ouais, voilà, 3 ans et ils t'ont arrêté violemment, on peut dire, à la sortie de ton cabinet devant ta fille. Oui. Ok, oui, c'est lourd quand même tout ça. Bah, justement, moi j'ai envie qu'on fasse entre guillemets une petite pause dans cette histoire. Je ne sais pas si on fera l'émission en une partie ou en deux parties. On va voir comment ça se passe, comment on le sent. Parce qu'effectivement, c'est long et c'est intéressant en même temps. Donc là, le but c'est de garder toutes les parties. Est-ce que là, on ne ferait pas une petite pause maintenant et comme on fait souvent dans chaque émission pour partager un petit peu plus nos ressentis, regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous, partir peut-être un peu plus dans l'échange tous les trois, puis après on verra après comment on continue. C'est parfait. Voilà, un petit tour de table de ressenti de ce qui est vivant, comment ce qui est en vie, bien sûr. Moi, j'ai parlé, alors j'espère que c'est vous qui vont parler. Oui. Pour moi, il y a beaucoup de ressentis, hein, bien sûr. Il y a le peur, ce qui m'est venu, même si moi, je n'étais pas là.
Mais moi, j'ai senti. C'est vraiment c'était, je pense, c'était une grande étape dans ta vie de passer toutes ces choses. Et ce que moi j'ai réalisé en fait, que la force est dans nous-mêmes et que la seule personne avec qui moi je peux avancer, c'est moi-même. C'est tout, c'est tout. Oui, c'est de retoucher que l'âme, ce ressenti de mon âme était toujours très présent. Je n'étais pas encore capable, aujourd'hui, toutes ces années plus tard, j'ai une compréhension mentale très avancée, à comparer à ce que j'avais dans le temps. Et même à ça, même que je suis très avancée et c'est tout derrière moi, et c'est tout, ben, cette partie-là est derrière moi, je continue de vivre ces émotions extrêmement grandes aujourd'hui. Alors, je suis preuve. Je suis preuve et c'est pour ça que je te remercie encore une autre fois, David. Parce que j'ai vu, dans le dernier mois, 2 mois, je ne sais pas quand est-ce qu'on a commencé de faire ces vidéos, j'ai vraiment grandi, j'ai vraiment pu faire cette connexion à mon ressenti et vraiment être capable de continuer de le comprendre mentalement et de continuer d'être capable de se détacher des gros morceaux qui sont devant moi maintenant et de comprendre et de tenir la foi. J'ai la foi, j'ai cette... Je comprends ce que je vivais là parce que c'était dans mes cellules, c'était dans mon corps. Je ne le comprenais pas, mais c'était dans mon corps, dans toutes mes cellules. Et aujourd'hui, je comprends ce que j'ai vécu et je sais que si j'ai vécu tout ça, si j'étais capable de passer à travers tout ça, il n'y a rien que je ne peux pas faire. Il n'y a absolument rien que je ne peux pas faire. C'est clair. Alors, cette force que j'ai accumulée, cette conscience que j'ai accumulée, c'est... d'un côté, je suis consciente que je suis rendue à un niveau incroyable, mais de l'autre côté, je me sens encore avec tant de travail à faire devant moi parce que je sais qu'il y a beaucoup plus à accomplir. Et ça ne va pas être facile dans le futur. Dans le futur qui vient, je suis en gratitude que j'ai au moins tout ça s'est accumulé, c'est dans mon corps, c'est dans mes cellules. Je le sais, c'est là. Et quand j'ai besoin, ça sort. Et ça sort et je continue. David. Ouais, je pense que déjà pour rebondir 2 secondes sur ce que tu viens de dire et sur ce qu'a dit aussi Tony Diaz, je pense que c'est vraiment tout ça, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui pousse, qui est bien au-delà de notre mental, même bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, etc. Il y a une direction à l'intérieur dans laquelle on va, et c'est ce qui se passe avec les événements aussi actuels de toute façon. C'est que dans Personocratia, on a sur un des schémas, là, il y a écrit qu'on est créateur conscient ou inconscient. Là, effectivement, que je sois conscient ou pas, de toute façon, l'évolution, elle va pas s'arrêter, quoi. Et j'ai bien aimé ce qu'a dit aussi justement Tony Diaz par rapport à cette force. C'est vrai que c'est juste à l'intérieur de moi. Je peux tout imaginer, je peux essayer de changer les autres, de tout changer. Je peux me rebeller, je peux être en colère. De toute façon, tant que je décide pas
à faire confiance à ce qui est à l'intérieur de moi. Il ne va rien se passer, je vais tourner en rond. Et justement, pour parler un peu plus de mon ressenti, je l'avais dit la semaine dernière dans une autre émission que à propos de cette expression ne sois pas gentil, mais sois vrai. Et j'avais dit justement que ça ne me parlait pas à l'époque, et justement parce que cette force que tu évoques, Tatiana, et cette force, je sais que Toundiès en a déjà parlé, puis c'est aussi quelque chose qui est très présent chez elle, moi je ne savais pas ce que c'était. C'est-à-dire j'avais l'ego qui pouvait devenir fou, je pouvais faire des choses par volonté ou par besoin de mon corps émotionnel, mais j'avais pas forcément la certitude ou j'avais pas la compréhension que j'avais cette force à l'intérieur de moi qui est totalement illimitée et que si je lui donnais effectivement le pouvoir, ben, c'est un autre monde. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a une direction. À partir du moment où je prends cette direction, ça ne s'arrête plus. Et pour moi, c'est ce qui se passe depuis des années. Et, le plus difficile, c'est que c'est ce qui me revient un petit peu aujourd'hui, c'est que j'ai ouvert cette boîte de Pandore avec toutes ces peurs. On le dit aussi souvent dans les émissions, et tu viens de le dire, Tatiana, c'est qu'il y a d'autres choses qui arrivent. On a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Mais en fait, je crois qu'au contraire, c'est ce courage. L'âme, c'est ça, c'est l'âme, elle me montre que j'ai le courage, j'ai la force pour ouvrir cette boîte et puis regarder toutes mes peurs et qu'il ne va rien se passer de grave. Et même, il y en a encore des nouvelles qui arrivent, c'est pas grave, je continue. Le nouvel ordre mondial, il continue, les vaccins continuent, mais qui continuent leur plan, c'est pas grave. Moi, je sais que de toute façon, je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas arrêter ma transformation. Et je vous remercie toutes les deux parce que, ben, en fait, en vous entendant, parce qu'il y a une sorte de complicité entre vous, en vous entendant, ça me donne de la force, en fait. Ça me donne du courage. Donc, vraiment, merci. Oui, c'est à compatir, c'est à compatir. Je parle un peu en espagnol. C'est à partager. C'est à partager cette force parce que elle a, et ça sort, et je le vois autour de moi, je vois avec les personnes autour de moi. Il y a tant qui se passe. Alors, tu nous remercies, mais moi, je continue à te remercier parce que tout ça devient comme évident. Ça se place en évidence quand on se parle. Ça sort et c'est là. C'est là, c'est enregistré, c'est classé, c'est géré. Revenir à un commentaire que j'avais fait avec Amélie. Quand un morceau est fini, c'est fini. Ça revient pas. Ça revient seulement quand c'est pas fini. Et c'est quand je pense que c'est fini, c'est mon ego qui pense que j'ai géré ça, et ça revient, c'est parce que c'est pas fini. Et j'ai fini de lire. J'ai fini de lire le livre. Elle en parle dans le livre. Quand tout ça finira bien, sinon c'est que c'est pas fini, c'est ça? Exactement. Ça finira bien. Ça, je le sais. Et vraiment, ça devient de plus en plus facile. Je pleure et je suis en gratitude devant vous et devant le public qui écoute parce que c'est en partageant. C'est moi qui grandis. C'est moi qui évolue. C'est moi qui apprends le plus. Alors, vous me permettez cette évolution accélérée avec ce partage. Je crois qu'on en profite tout. Et puis moi, je pense souvent à cette émission et je n'ai vraiment, je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire ça. C'est une idée que j'avais depuis longtemps. J'ai pas, par exemple, je fais aussi des propres vidéos sur ma chaîne où là, j'ai des intentions qui vont être un petit peu, qui peuvent être différentes ou pour parler des ateliers ou pour enseigner. Mais par rapport à cette émission, je savais pas ce qui allait se passer, je savais pas qui y allait avoir, je savais rien. Et je savais qu'il fallait que je le fasse. C'est vrai que j'ai vraiment aucune attente. Mais un truc qui m'apparaît de plus en plus clairement, c'est que, bah, effectivement, il y a ceux qui jouent leur rôle de lanceur d'alerte ou autre chose. Bah, c'est très important aussi, évidemment. Mais moi, ce que je sens, et j'ai la confirmation encore aujourd'hui, c'est que c'est par justement cette sincérité de s'ouvrir. C'est comme ça qu'on guérit nos peurs, c'est comme ça que la conscience, pardon, elle avance et que la confiance aussi, elle revient à l'intérieur. Et je pense que pour beaucoup de personnes, justement, qui se posent la question entre comment je peux agir. Hein, moi, j'ai pas envie d'aller dans la rue me prendre des coups de bâton, hein, comme ce qui s'est passé pour toi, Tatiana, avec la prison, etc.
ça me correspond pas, puis je vois que ouais, c'est pas pour moi, j'ai autre chose à faire. Et je me disais, qu'est-ce que je peux faire? Ben justement, ce que je peux faire, c'est juste bah, montrer voilà, une autre façon de faire les choses, vraiment de regarder à l'intérieur, s'exposer autrement, se mettre à nu, parce que c'est ça l'apocalypse. Hein. C'est on lève le voile, on se met à nu, donc ça y est, on y est. Oui, c'est l'apocalypse. C'est la fin du monde qu'on a connu. Donc, qu'est-ce qu'on veut demain? Ben, moi, demain, je veux de la sincérité et de la vérité. C'est tout ce qui m'intéresse. Et pour ajouter, moi, je cherche la paix. Moi, je cherche la paix qui vient avec la sincérité et la vérité. Bien sûr. Et je ne cherche pas à être contente ou à être... c'est juste la paix et la sincérité. Et c'est très bien. C'est vraiment ce qu'on fait, c'est absolument nécessaire. Parce que, comme tu dis, tout le monde fait leur boulot, tout le monde fait leur partie. Et ce qu'on fait, nous, c'est quelque chose d'unique et c'est très important. Justement, j'avais envie de poser une question à Tony Diaz. Au début, dans ta présentation, tu disais justement qu'avant, dans ton ancienne façon de vivre, tout était organisé, tout était arrangé. Mais tu disais, je ne sais plus exactement comment tu l'as dit, mais tu as dit, j'avais pas de joie ou c'était lourd, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que tu as, enfin, qu'est-ce que tu as trouvé, comment c'est aujourd'hui en fait, à l'intérieur de toi? Moi, je vais plutôt te dire comment moi je me sentais dans cette première émission, parce qu'en fait, moi je pense que c'est tout un tracé. D'accord. Et oui, à partir de que moi je me sentais triste ou que moi je n'ai pas senti le joie en moi-même. Moi, je ne savais pas pourquoi je voudrais participer dans cette émission, euh, même si m'empêche le langue français euh, qui, qui m'a fait peur parce qu'en fait, c'est difficile pour moi de m'exprimer en ce langue et de dire mon ressenti. Mais ce que moi je sentais maintenant, c'est la force et c'est la puissance de force. Ce que me donne cette émission, juste avec le fait d'être ici, d'être présent, de parler ou d'écouter, ça change tout. Et oui, peut-être c'est ça ce que moi je cherchais, peut-être. C'est pour ça que moi j'étais triste en ce temps, parce que moi je fais le chose de routine déjà, et le chose de ce qu'on fait pendant toute notre vie, mais ça ne pas accompli. Et oui, comme ça, moi je sens que moi je grandisse, que ce force, c'est un peu plus et plus puissante. Et si on a ce force, et ce que ça me vient, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais c'est ça ce que ça me vient maintenant. Si moi je suis dans le rue et moi je parle avec un policier par exemple, si le policier va sentir ce force en moi, moi je suis sûre que ça va passer quelque chose de bien. Et c'est ça. Et c'est ça. Et c'est ça notre vie. Et c'est ça notre direction. Et c'est pour ça qu'on fait peut-être ça. Comme tu dis, c'est difficile de s'exprimer dans une autre langue, surtout comme j'ai confirmé avec toi, le français, c'est la langue la plus difficile pour l'apprendre à ton âge. Le défi que tu as pris d'apprendre le français à un âge plus avancé, c'est quelque chose que tu t'es créé ça et tu l'as accepté, tu étais en avance. Et maintenant, tu te places, tu te crées cette opportunité de te forcer, de te mettre à nu avec cette
langue difficile devant le public. C'est quelque chose. J'imagine que ce n'était pas facile et tu l'as accompli. Alors, voici, on avance, comme tu dis. On y va. Et comme ça, on peut avoir beaucoup d'invités qui je sens quelque chose derrière, mais peut-être il n'y a pas beaucoup de courage. Mais peut-être ils pensent pas de courage parce qu'ils voient qu'on ne doit pas être parfait ou parfait. Exact. C'est super ce que tu dis parce qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le fait même d'être dans une émission comme ça, enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends en tout cas, de se mettre à nu et puis oui, de se reconnecter à cette force, déjà parce qu'on se dit la vérité, avec le plus de sincérité possible. Mais en fait, il y a quelque chose qui se passe et là, je le sens vraiment très, très fort maintenant. Je le sens pas toujours parce que des fois, moi, je suis un petit peu dans l'animation où j'essaye de poser des questions, de faire tourner un petit peu, mais là, je le sens vraiment très, très fort. Et bah oui, ça donne encore plus de sens au fait de faire cette émission. Puis je suis persuadé qu'on va avoir effectivement de plus en plus de personnes qui auront envie de venir un petit peu s'exposer et puis tout simplement parler d'eux. Donc, merci d'avoir bien souligné ce point. En fait, c'est fondamental, hein. C'est la raison d'être d'émission. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes les deux d'avoir participé. Et puis, à très vite pour une nouvelle émission, hein. Hello. Bye. Bye. Bye bye.